Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie à la technique Arnaud pour cette réalisation. Lara Stam qui m'assistera aujourd'hui. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Grand merci à Frédéric qui remplace au standard Patrice, parti pour des vacances bien méritées à La Réunion. Alors il a promis de nous écouter aujourd'hui, je l'imagine les doigts de pied en éventail face à la mer turquoise. Sur une plage de sable blanc, les yeux fermés à écouter le bruit des vagues et le chant des oiseaux relaxés et détendus. Il n'y a pas à dire, il y en a qui ont de la chance. C'est pas à nous Lara, ça risque d'arriver ça. Levé 6h du matin, samedi, ligne J avec un train sur 3 annulé. Entre Mantes-la-Jolie, Cergy-Pontoise, Argenteuil, que des destinations paradisiaques. Et puis le métro, ligne 9 de la RATP de Jean Castex, vous savez, le génie de Prades. Wagon surchargé à toute heure, tous les jours de la semaine, ce qui est idéal pour les pickpockets, pour les virus, même pour les frotteurs, bravo. Mais ne vous inquiétez pas, bonnes gens, tout sera bientôt résolu par les QR codes et l'intelligence artificielle. Le thème de la revue de presse de la fin des temps, ce matin, diversion. Après tout, nous vivons dans la société du divertissement généralisé et les médias de grand chemin en sont le principal vecteur. Rien d'étonnant donc. Divertir, détourner quelqu'un de quelque chose, faire que ses pensées se tournent ailleurs. La diversion est une tactique militaire bien connue. Elle sert aussi aujourd'hui à nos dirigeants dans sa guerre contre le peuple. Nous aurons tout à l'heure dans le grand angle Laurent Ozon. Nous avons déjà interrogé sur cette guerre de 4e génération des États contre leur population. Nous l'interrogerons cette fois sur nos sociétés sous psychotropes, lorsque le divertissement n'y suffit plus pour abrutir les masses, on use de toute la pharmacopée occidentale moderne. La diversion, c'est tout l'art des magiciens au service de Pharaon, lorsqu'il s'agit de masquer les plaies qui assaillent le royaume et de faire d'un malheur un prodige. Voyons cette semaine comment opèrent politique et médias au service du nouveau bol. C'est la seconde mort de Thomas. Et samedi soir dernier, un nouvel acte terroriste ensanglante Paris. Toujours durant la fin de la semaine dernière, un match de football finit mal à Nantes. Un conducteur de VTC poignarde à mort un supporter. N'est-ce pas Nicolas, des preuves nouvelles de cet ensauvagement de la société que beaucoup déplorent? Vous voyez Lara, comme sur les chaînes d'infos en continu et plus généralement dans les unes de nos médias complices, une information chasse l'autre et permet ainsi l'oubli de tout ce qui est le plus dérangeant. Les médias opèrent par submersion informative. On noie l'information d'abord par l'inflation de l'information. Trop d'infos tue l'info et surtout celle qui nous dérange. Alors les bénéfices escomptés sont multiples. Par surexposition du corps social aux agents pathogènes, on crée petit à petit une sorte de désensibilisation de l'organisme. On s'habitue à tout, même à l'insupportable. Regardez la ronde diabolique des attentats islamistes. On égorge, on éventre, on décapite aux quatre coins de la France, dans les collèges, dans les lycées, dans les gares, sur les ponts, dans les maisons, dans les grands axes de la capitale, dans les salles des fêtes des villages ruraux. Et tout ceci devient finalement banal. Dupond-Moretti pourra même dire que la France n'est pas un coupe-gorge, sans lever plus d'indignation que cela. On passe du réel au sentiment et du sentiment à l'atmosphère, atmosphère djihadiste, islamiste, antisémite. Alors ensuite, l'enchaînement événementiel permet de corriger une information qui opère comme un choc externe assez mal anticipé. Comme on vous l'avait dit la semaine dernière, les journalistes du Dauphiné Libéré ont un peu dérapé, emportés par un certain zèle islamophobe et anti-étranger charrié par la propagande du même système en faveur d'Israël au Proche-Orient. Cette presse locale n'a pas su faire la différence perverse que font tous les mondialistes et leurs médias nationaux entre les bons et les mauvais musulmans, les bons et les mauvais étrangers, ce qui n'est souvent qu'une question de latitude géographique. Regardez sur les chaînes d'infos toujours en continu, CNews vomit les islamistes du Hamas, tandis que sa sœur jumelle BFM défend l'immigration et traque l'islamophobie au cœur de la France profonde. C'est la division du travail au sein du capitalisme médiatique. La bonne répartition. Voilà. Crépol pose le problème aussi du nom des coupables. De la France rurale, calme et civilisée, attaquée par une horde de barbares, du racisme anti-blanc, de l'immigration massive, de la violence des cités.
L'attentat du pont de Bir Hakeim à Paris et les violences dans le sport à Nantes vont permettre de corriger le tir. Cette fois, ce sont les grands médias nationaux qui sont à l'œuvre. L'information est immédiatement diffusée, ce qui ne fut pas le cas pour Crépol. On entre là dans un narratif officiel, enfin presque. Pour l'attentat, l'attaque au couteau, on est à Paris, dans la capitale. Il s'agit d'un acte terroriste islamiste perpétré par un Français originaire de Neuilly-sur-Seine, nommé Armand R. C'est une divine surprise. Son nom sort tout de suite, cette fois, comme sa localisation géographique, qui ne souffre aucun doute. C'est l'envers de la cité délinquante. Il s'attaque à des touristes étrangers, pas à des petits blancs de la France profonde. À écouter les premières informations, les seules qui comptent réellement, nous sommes dans une sorte d'islamisme hors sol, qui n'a aucun lien avec l'immigration touchant le monde hyper moderne, cosmopolite, touristique. Idem à Nantes, c'est la violence du monde du football, l'ensauvagement de la société, n'est-ce pas Pascal Praud? Ce qui nous concerne tous, la solution est toute trouvée. On va interdire les voyages de supporters. Le criminel est pratiquement la victime. Un coup de couteau d'autodéfense. Oui, mais c'est le VTC conducteur de VTC qui l'a poignardé. C'est pas les supporters, interdisons les conducteurs de VTC. C'est une autre option, ouais. Mais je suis pas persuadé qu'elle va plaire aux bobos parisiens, cette solution-là. Dernier avantage immédiat et pas des moindres. On va gagner du temps avec Crépol pour démonter l'ensemble des informations, par d'autres informations. On reviendra après sur Crépol, vous inquiétez pas. Mais on va éliminer ou nettoyer les informations qui sont trop défavorables à la doxa. Finalement, on a peut-être entendu, on va planter du blanc, mais un témoin croit avoir entendu aussi de la partie adverse, on va taper du bougnoul. Un témoin, pas neuf. Opportunément entendu, depuis le drame, semble-t-il, BFM peut alors conclure, Crépol, racisme, des deux côtés. Et voilà, le tour est joué. C'est un petit peu comme un Maccabée, vous savez, c'était la fête d'Hanouka il y a 2 jours, d'où la référence. Un Maccabée, c'est comme l'information. D'abord, on la noie, ensuite on la... Il n'en reste pas moins qu'il faut du temps à la justice pour faire éclore la vérité, non ? Pareil, ils ont déjà prévenu que les images vidéo n'étaient pas exploitables. De plus, on ne sait pas et on ne saura peut-être jamais qui a porté les coups fatals à Thomas. Aucun de nos petits anges de la Cité de la Monnaie ne se dénonce, évidemment. Avec toutes ces épidémies d'élire psychiatrique actuelles, je me demande si on ne va pas bientôt apprendre que le couteau fou a échappé à son agresseur pour se planter dans la gorge et le cœur de la victime. C'est un peu comme l'Iranien de Neuilly-sur-Seine, Iman plus qu'Armand, soit dit en passant. Si le touriste allemand ne lui avait pas tiré la barbe, comme les amis de Thomas ont moqué et tiré les cheveux d'un assaillant, on n'en serait probablement pas là. Mais les troubles psychiatriques de l'assaillant de Paris samedi soir dernier, vous en pensez quoi ? J'en pense qu'ils sont ressortis opportunément à chaque fois qu'il y a une attaque djihadiste. Encore une diversion. Comme s'il fallait de toute façon être totalement givré pour commettre ce type d'attentat. Je ne parle pas des commanditaires, mais des assaillants. Alors je n'ai pas souvenir par contre qu'il ait été même une fois question de troubles psychiatriques lors des très rares attaques de l'extrême droite. Il y a un cas type, c'est Anders Behring Breivik, terroriste d'extrême droite norvégien qui a perpétré et revendiqué des attentats en 2011. Lors d'une première expertise, Breivik est diagnostiqué schizophrène par 2 psychiatres mandatés par la justice norvégienne. D'après leur rapport, il a agi de manière pulsionnelle, sous l'emprise de pensées délirantes, se présentant notamment comme le futur régent de la Norvège, appelé à prendre le pouvoir avec l'aide d'une organisation templière. D'autres psychiatres ont contesté cette analyse et sous la pression de l'opinion publique, une contre-expertise a été demandée. Et cette seconde expertise contredit les conclusions de la première en affirmant que Breivik n'était pas dans un état délirant au moment des faits et donc pénalement responsable. Vous voyez, les troubles psychiques sont que de l'ordre de l'opportunisme politique, le fruit d'une justice politique. L'islamiste est toujours ou presque un fou furieux, mais jamais le terroriste d'extrême droite qui doit être rationnel et sain d'esprit pour pouvoir être jugé et condamné. C'est d'autant plus douteux ici l'excuse de la folie que le terroriste Imam Rabadjour Miado use et abuse de la taqia durant son parcours du terroriste. Après 4 ans de prison pour projet d'attentat, il dénonçait le terrorisme, ce qui hurlait à, je cite, l'islamophobie pour se positionner en victime et affirmer ne plus croire au miracle du Coran. Sa mère ajoute même à l'époque, il se sent surtout à 100% français, il est sorti de prison avec un amour pour la France. Il dit souvent que si les musulmans ne sont pas contents vis-à-vis de la façon dont ils peuvent vivre leur religion en France, ils n'ont qu'à aller dans des pays musulmans. Attention, je cite, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est presque du racisme d'extrême droite de dire cela, non ? Mais non, pas justement quand c'est dit par un musulman. En tous les cas, nous avons ici affaire à quelqu'un qui use de la ruse, qui dissimule, et en effet c'est l'inverse d'un fou schizophrène, on est bien d'accord.
Il assume tout d'ailleurs lors de sa garde à vue, ce qui n'empêche ni Mélenchon de dénoncer l'état lamentable de notre système de soins psychiatriques, ni à Darmanin de défendre une injonction de soins. Mais alors, en matière de diversion politique, on en est où, Nicolas ? Il y a plusieurs étages dans la diversion politique, comme d'habitude. Déjà, il y a Véran. Bon, alors lui, c'est une catégorie à lui tout seul. Vous rappelez, c'est comme les vaccins, il n'y a aucun effet indésirable. Attaque à Paris. Olivier Véran écarte toute défaillance dans le suivi du terroriste. À la une de la presse, les premiers éléments de l'enquête montrent que le parcours médical, administratif et pénal de l'assaillant est conforme à ce qui a été prescrit et conforme à l'état de droit. Aucune défaillance. S'il y avait eu défaillance, qu'est-ce que ça aurait pu être ? Ça aurait donné. Par contre, il n'exclut pas une évolution du droit pour psychiatriser la violence politique et sociale, finalement. On voit comment un raisonnement pervers aboutit à renverser la situation pour obtenir un niveau d'emprise supérieur sur l'ensemble de la population, alors qu'à l'origine, il s'agit juste de l'incurie du gouvernement et de la justice de notre pays. Alors, autre niveau de diversion, c'est la diversion par la polémique politicienne. Notre Moussa Darmanin est passé maître en la matière. Pour Crépol, il s'en prend à Zemmour avec l'affaire des prénoms. Pour l'attaque terroriste de Grenelle, il s'attaque cette fois à Mélenchon, qu'il accuse d'irresponsabilité politique qui mettrait une cible dans le dos de la journaliste Ruth Elkrief, que la Méluche a dénoncé comme fanatique politique. On embrouille, on s'embrouille, c'est l'enfance de l'art. Elisabeth Borne a fait un petit peu la même chose, plus ou moins réussie, et elle accuse le RN, bien sûr. Alors, il y a aussi une diversion issue des milieux pseudo-extrême droite. C'est peut-être la plus savoureuse. Marion Maréchal, dont les positions sont courageuses, par ailleurs, souvent, demande que l'on interne l'ensemble des fichiers S pour cause de djihadisme. 5 000 sur les 20 000 de fichiers S, un quart, ce qui fait froid dans le dos. Parce que moi, j'aimerais bien savoir qui sont les 75% restants. Est-ce que c'est l'extrême droite ? En appelant à ce type de mesures, on traite juste des conséquences et jamais des causes. C'est pareil avec l'immigration clandestine. On oublie l'essentiel, la submersion migratoire, tout simplement. Et que le terrorisme islamique est comme un poisson dans l'eau en France aujourd'hui, selon le malicieux aphorisme de Mao, qui parlait, lui, des révolutionnaires au sein du peuple. Mais là, je vous arrête, Nicolas. Les musulmans s'affirment toujours comme les principales victimes de l'islamisme, non ? Bien sûr, bien sûr. Attentat de Paris, le Conseil français du culte musulman dit craindre une instrumentalisation par des officines d'extrême droite. De nombreuses mosquées de France ont été victimes de tags, d'inscriptions racistes et de dégradations. Des responsables et fidèles musulmans ont reçu des menaces de mort, des femmes portant un foulard, on aime bien le mot foulard, ça fait longtemps que les musulmanes qui veulent porter quelque chose, c'est pas des foulards, c'est plutôt des hijabs. Des hijabs, voilà, ou genre de niqab, ont été agressés et insultés. Ils ont peur d'être stigmatisés. Comme après chaque attentat, c'est toujours la même histoire. C'est nous, les musulmans, les victimes de l'islamisme. Renversante conclusion. Alors il en va de même à Crépol, la population est dévastée par le déferlement haineux, nous explique le procureur, mais les populations de Saint-Roman-sur-Isère, du quartier de la Monnaie, se jugent stigmatisées. Aïe, aïe, aïe. L'islamophobie rôde comme une bête sauvage autour de ces petits agneaux. C'est toujours la même litanie. Et la justice, le parquet en l'occurrence, les encourage dans cette voie. Une enquête a été ouverte à la suite de la diffusion sur Internet de messages haineux et de données personnelles en lien avec la mort du jeune Thomas, a indiqué mercredi 5 décembre le parquet de Paris. Il y a le réel tout de même. Vous voyez la grande inquiétude du renseignement sur cette djihadosphère qui mue et qui prospère. Alors là, évidemment, pour le coup, l'actualité au Moyen-Orient, le djihadisme qui marque des points en Afrique, le développement de connexions transnationales par le biais des réseaux sociaux chez les jeunes, les revenants de Syrie aussi, les sorties de prison, la reconstitution de l'hydre islamiste à l'étranger sont autant de menaces, là, pour le coup, réelles et sérieuses. Enfin, en même temps, je ne crois pas que le renseignement japonais, pour ne prendre qu'un exemple, s'en préoccupe tant que cela. Mais que penser de cette information sortie par le site FD Souche il y a quelques jours ? Je cite, « Il voulait cibler des villages de campagne la nuit, interpeller à Brest 6 hommes, dont un Palestinien, appartenant à la mouvance djihadiste, renvoyés devant la cour d'assises des mineurs. » Voici qui aurait mérité d'être versé au dossier de Crépol. En effet, l'enquête a débuté en septembre 2019 autour de la situation de Mohamed D, palestinien,
né en 1985 à Homs, en Syrie. Alors c'est un Palestinien né en Syrie. Bon, il est arrivé en France en novembre 2015 avec un statut de réfugié, mais il l'a perdu depuis. Les enquêteurs s'interrogeaient sur sa fréquentation régulière d'une boucherie située au... Ça devrait interpeller nos amis véganes. Mais elle est halal, donc on n'y touche pas. Ouais. Donc d'une boucherie située à Brest, dénommée Chez Waïd, dont le gérant Waïd avait été condamné cette année-là pour des faits d'apologie de terrorisme et était soupçonné d'accueillir des réunions de la mouvance islamiste radicale de la ville. Alors dans une sonorisation, nous dit un journal du 9 décembre 2019, sonorisation c'est quand on écoute, téléphonique, Mohamed D dit ainsi à Waïd B, il nous faut un peu d'entraînement, il nous faut des armes, et il faut apprendre certaines choses. On peut y aller pas trop loin. Par exemple, on va avoir les campagnes, on passe à 4 ou 5 armées, tu tues tout le village, rien que ça. En une seule nuit, c'est facile. Il faut avoir l'audace et que tu aies tout prévu. Vous voyez ce qui nous attend. Autre réalité, test cette fois-ci, qui nous attend. Le drame du supporter à Nantes et l'attentat de Paris inquiètent à quelques mois des JO. Oui, je vous dis, on interdira les supporters anglais ou alors en effet les conducteurs... Des VTC. Des VTC. Les Français aussi, pour autant, on pourrait y aller. Alors, de toute façon, la ministre des Sports, je l'aime. On l'adore, celle-là. Oui. Puis elle est belle, en plus. Oh. Amélie Oudéa Castéra, puis quel nom magnifique. Castéra, Castra, a été très claire. C'est vrai qu'elle inspire un peu une certaine inquiétude. Elle est de la même promotion que Macron à l'ENA, c'est une young leader. Elle dit qu'il n'y a pas de plan B. Elle est, c'est ça. Elle a jamais, on n'a jamais oublié. Il faut jamais oublier que le sport est essentiel dans les stratégies totalitaires et notre système est loin d'en réchapper. Oudéa Castéra a été mandatée pour imposer la doctrine LGBT au monde du sport et la diversité heureuse. Elle ne déviera en aucun cas de sa ligne. Mais alors, Nicolas, le sort de la guerre en Ukraine est suspendu à une rallonge budgétaire américaine. Et c'est une autre diversion ? Oui, jugez-en par vous-même. Un arrêt du flux d'aide militaire à l'Ukraine par les États-Unis laisserait le président russe Vladimir Poutine remporter la guerre, a estimé lundi un haut responsable de la Maison-Blanche, exhortant une nouvelle fois le Congrès américain à voter un financement supplémentaire. C'est Jack Sullivan, pour ne pas le nommer. En jeu, une enveloppe exceptionnelle de plus de 100 milliards de dollars demandée par le président démocrate Joe Biden au Congrès pour l'Ukraine, mais aussi pour Israël et contre la Chine. Alors, les républicains sont pas hostiles aux rallonges pour Israël et pour tenir tête à la Chine. Par contre, ils craignent que l'aide à l'Ukraine, véritable tonneau des Danaïdes des finances américaines, ne serve à rien. Pour beaucoup, la guerre est déjà perdue pour l'Occident. C'est d'ailleurs ce que semble en penser Stoltenberg, le patron de l'OTAN, qui affirme dans une interview accordée aux médias allemands ARD que l'OTAN doit se préparer à de mauvaises nouvelles en Ukraine, sans préciser lesquelles exactement. À mon avis, la messe est dite. Une autre diversion à laquelle l'Ukraine est habituée pour détourner les regards de leurs échecs militaires cuisants et obtenir les subsides tant espérés qui rempliront les poches de leurs dirigeants, c'est la centrale de Zaporijjia. Mon Dieu, on a encore frôlé l'accident nucléaire suite à une coupure d'électricité. Ça aussi, c'est une sorte de diversion. Et pour finir, donc, on apprend qu'au Royaume-Uni, tiens, toujours le nucléaire, c'est la Sellafield, tout à côté. Le site nucléaire d'enfouissement des déchets radioactifs le plus dangereux d'Europe, présenterait des fuites nocives pour le public sur des silos. Le Guardian révèle qu'un rapport de 2022 sur ces risques de fuite a été mis sous le tapis. Le risque d'ailleurs pourrait atteindre toute la mer du Nord, aller jusqu'en Norvège en cas d'accident. L'incurie du gouvernement britannique ne semble faire de doute pour personne, mais encore une information de diversion ressort de cette affaire. Le site aurait également été la cible d'actes de malveillance après le piratage de ses systèmes informatiques par des groupes liés à la Chine et à la Russie. Alors tout de suite on sait, quand il y a des attaques informatiques, c'est la Chine, c'est la Russie. On sait toujours pas, on va en reparler, qu'est-ce qui a fait brûler Notre-Dame, mais là, au bout de 24 heures, on sait, c'est les Chinois et c'est les Russes. On a trouvé les coupables. À force de jouer avec le feu nucléaire, les Occidentaux vont finir, c'est à craindre, par se brûler. Mais dans une autre guerre au Proche-Orient cette fois-ci, il est encore question d'intelligence artificielle. La guerre est toujours un incubateur d'avancées technologiques ? Oui, d'avancer vers le précipice, de galop vers le néant. Ça a fait de la supériorité technologique contre ses adversaires un point de doctrine, c'est pas nouveau.
Ainsi, selon une enquête du magazine israélo-palestinien parue la semaine dernière, l'armée israélienne aurait eu recours à un programme d'assistance au ciblage appelé Apsora, gospel en anglais, mais ça pas d'anglais sur Radio Courtoisie, pour identifier des objectifs. Dans l'enclave palestinienne, ils usent aussi d'autres algorithmes, alchimistes, Fire Factory, Depths of Wisdom. L'idée est d'accélérer le traitement des données, mais aussi d'aider à la rapidité de la prise de décision, au choix des cibles et des armements. On comprend pourquoi l'armée israélienne annonce chaque jour fièrement et triomphalement avoir frappé des centaines de cibles, et pourquoi la question de la proportionnalité de la réaction interroge. Israël, comme la Russie, la Chine ou l'Ukraine, n'ont pas signé une déclaration de demande d'un usage responsable de l'intelligence artificielle qui a été poussée par les États-Unis. Enfin, je doute qu'eux-mêmes fassent un usage responsable de cette intelligence artificielle. Il faut dire que les mots ne pèsent pas lourd face aux enjeux de la guerre. Mais parlons de la transition énergétique. Est-elle un gouffre sans fond, même pour l'État ? Ah ça, la transition énergétique, j'aime toujours cette rubrique, c'est toujours même... Ah là, il y a la COP28. Et puis alors, je ne m'en remets pas que le pape François n'ait pas pu, le malheureux, aïe. est grippé, il n'a pas pu s'y rendre. Alors, alerte sur les finances publiques. La transition énergétique fera perdre pas moins de 13 milliards d'euros aux recettes de l'État d'ici à 2030 et jusqu'à 30 milliards d'ici à 2050. C'est la Direction générale du Trésor qui le dit, en général, il ne se trompe pas beaucoup sur le sujet. L'administration a calculé pour la première fois le manque à gagner sur la fiscalité des carburants dans les années à venir. Alors, par ailleurs, un rapport estime que 110 milliards d'euros supplémentaires par an en investissements privés et publics seront nécessaires pour des projets de décarbonation. Je ne sais pas si vous réalisez 110 000 quand on sait les déficits déjà français. Alors, des parlementaires de la majorité ont de leur côté alerté sur l'état des finances publiques, justement, lié à cette transition énergétique, feignant de découvrir l'ampleur des dégâts, alors que leur responsabilité est immense dans l'aggravation de ces dernières années. C'est dire l'imposture de la démarche. Leur objectif est de suggérer, comme toujours, des réformes structurelles, de démantèlement du modèle français, réforme de l'assurance chômage, etc. Un État endetté est un État empêché, annonce-t-il benoîtement. Mais entre nous, qui a endetté à ces niveaux ? Qui, si ce n'est eux ? Nicolas Bavrez, dans le Figaro, peut alors conclure le piège de la dette se referme sur la France. Reste à savoir qui a posé le piège. Il charge Emmanuel Macron, ce qui n'est pas faux, lui reprochant d'avoir aliéné la souveraineté de la France. Il a endetté la France à hauteur de 750 milliards, tenez-vous bien, depuis 2017. 3 raisons ont conspiré à rendre tolérable la dette jusqu'à présent, des taux d'intérêt faibles, l'acceptation de l'impôt par les Français, le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont patients et qu'ils acceptent facilement les impôts, et la protection de la zone euro. Tout a changé aujourd'hui, hausse des taux, prélèvements obligatoires délirants. L'Allemagne elle-même, pris à la gorge, n'a plus trop envie de réassurer la France. La France va donc vers un choc financier majeur, les Français vont payer l'addition. Ils ont été abandonnés par des dirigeants lâches et démagogues, selon Bavrez. Les Français vont donc payer l'addition. Ça, c'est la version rose. Moi, j'en ai une autre, et elle s'appelle haute trahison. La fabrique du crétin, suite mais pas fin. Les résultats du classement PISA sont tombés et ils sont calamiteux pour la France. Il s'agit du programme pour le suivi des acquis des élèves publié le 5 décembre. Tous les 3 ans, ce test international de référence mesure les compétences des élèves de 15 ans de l'OCDE, pays membres et associés, en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en culture scientifique. C'est la grande dégringolade. Alors on n'est pas les seuls, on peut toujours se rassurer comme ça. Il y a aussi la Finlande, l'Allemagne, la Norvège, qui sont encore pires que la France. La Finlande, qui fut jadis dans le haut du classement, enregistre la plus forte chute, même si, bien sûr, le pays scandinave continue quand même à devancer la France. Alors, un constat peu réjouissant, l'Hexagone, qui est 7e puissance économique mondiale. Bon, déjà, on dégringole là-dessus, mais enfin, on reste quand même 7e puissance mondiale. On était 4e ou 5e il n'y a pas si longtemps. On arrive 26e en mathématiques, comme en culture scientifique, 29e en compréhension de l'écrit, 7e puissance mondiale. Vous voyez un petit peu l'écart et comment nous allons continuer à dégringoler en matière de puissance économique mondiale. C'est écrit dans ces données, justement. Ces résultats sont globalement comparables à ceux de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal et de la Hongrie, de l'Italie, de la Norvège ou encore de la Lituanie. J'ai pas besoin de vous dire que ceux qui caracolent en tête, c'est toujours les mêmes. C'est en Asie qu'on les trouve, de Singapour au Japon, en passant par la Corée.
Alors ce classement, qu'on le veuille ou non, a un air de grand emplacement en Europe, pour le pire en l'occurrence, même si le tabou de l'immigration est total. Alors c'est admis en Allemagne, ils admettent justement que l'immigration est une des conséquences de cette chute. Alors, en France, les journalistes tentent de mettre ça sur le dos des professeurs, trop souvent absents, ne témoignant que peu d'intérêt pour leurs élèves, laissant se reproduire les inégalités sociales au cours de scolarité. Ils admettent un fait particulièrement saisissant par ailleurs. Le climat disciplinaire est très préoccupant en France, souligne l'enquête. Ainsi, 39% des élèves déclarent que leur temps d'apprentissage est réduit car l'enseignant doit attendre longtemps que la classe se calme, contre 25% en moyenne dans l'OCDE. Et un élève sur deux explique qu'il y a du bruit et du désordre dans la plupart ou dans tous les cours, contre 30% en moyenne. C'est encore un coup de l'ensauvagement, ça, Pascal Praud. Alors, au-delà de la diversion médiatique, on va chercher par tous les moyens à substituer à des causes trop évidentes une causalité de remplacement qui peut laisser songeur. D'abord, l'orthographe français serait trop compliqué. À en croire le tract rédigé par un collectif linguiste, les atterrés, E-E-S, des tirets. Inclusive. Voilà, c'est inclusif. C'est pas chez Gallimard. Les jeunes d'aujourd'hui n'écrivent pas de plus en plus mal, mais la faute revient à l'orthographe. C'est la faute de l'orthographe. Faut le changer. Ce sera pas toujours, il n'est pas assez logique, pas assez étymologique. Alors, faute d'heures pour pouvoir enseigner convenablement l'orthographe, l'enseignement de la complexité de l'orthographe est donc une véritable gageure. Alors, quand c'est pas l'orthographe qui est trop élitiste, alors par exemple on pointe l'accord du participe passé, il faudrait supprimer l'accord avec le participe passé. On incrimine aussi beaucoup en France les écrans, alors ça c'est très à la mode, hein. Mais il est un peu tard quand même sur les écrans. Selon l'étude internationale PISA, l'utilisation à haute dose des écrans impacte négativement les performances scolaires en France et dans tous les pays de l'OCDE, donc on n'est pas les seuls. Et Macron s'apprête à faire d'ici Noël des annonces sur la surexposition des enfants et des élèves aux écrans. Attal s'est aussi emparé du sujet. Justement, le ministre de l'Éducation nationale, il a réagi à cette dégringolade tout autant par la diversion. Une petite louche pour les profs, redoublement. Le ministre de l'Éducation nationale s'engage à prendre un décret qui rendra à l'équipe pédagogique et non plus aux familles le dernier mot s'agissant du redoublement de l'élève. Des groupes de niveau, s'appeler au français, ça mange pas de pain. Accès au lycée conditionné à l'obtention du brevet. Une pincée d'intelligence artificielle pour être dans le vent. Mais étrangement, on en a moins parlé dans les médias, fin progressive des prépas aux grandes écoles, on reste dans la philosophie anti-élite quand on fait semblant de condamner par ailleurs, toujours favoriser l'accès des banlieues aux grandes écoles, on a vu le résultat à Sciences Po, et dans le classement PISA justement, catastrophique. Mais il y a du nouveau sur l'enquête de Notre-Dame de Paris, enfin. Vous parlez. On en est toujours à l'histoire du mégot 4 ans et demi après l'incendie, hein, toujours aucune mise en examen. La piste accidentelle reste privilégiée, comme cela a toujours été dit depuis le jour de l'incendie, hein. Rappelez-vous, le feu n'était pas éteint quand on nous expliquait que l'origine du feu ne pouvait être qu'accidentelle. C'était stupéfiant déjà à l'époque d'être aussi affirmatif. Mais alors le plus sidérant, c'est d'être resté à cette hypothèse totalement farfelue, loufoque, du mégot quand même. Alors, il y a une raison évidente à cela, c'est que toute autre raison, éventuellement plausible, pourrait provoquer des mises en examen, et qu'évidemment, les mis en examen, ils se défendraient, ils diraient, mais non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être encore autre chose. Il y a 3 magistrats, vous vous rendez compte, qui sont mobilisés pour un mégot. Non, il y a une évolution, c'est vrai, dans le dossier, ça c'est une diversion de plus, c'est la pollution au plomb, qui laisse à croire que la justice et l'État se soucient d'une quelconque façon des administrés. On aboutira peut-être à la condamnation de l'État pour la forme. Une blague. Mais encore un directeur de Sciences Po avec des ennuis liés aux mœurs. Le poisson pourrit bien par la tête, je crois. C'est une formule de Mao encore, qui est ô combien justifiée pour l'Institut d'études politiques de Paris. Alors, cette fois-ci, c'est Mathias Vichra, l'ancien directeur de cabinet d'ailleurs, des maires de Paris, Delanoë et Hidalgo, était à la bonne école, qui s'est retrouvé en garde à vue pour violence conjugale réciproque. Les élèves de l'IEP en profitent pour faire grève, bloquer l'établissement et demander la démission de leur directeur. Alors depuis 1996 et le départ de Lancelot, les affaires se succèdent. C'est d'abord Richard Descoings,
Il a été quand même directeur de 96 jusqu'en 2012, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Le directeur de l'UEP était invité aux États-Unis à l'occasion d'un colloque du président de grande université mondiale organisé à l'université Columbia par le secrétaire général des Nations Unies en avril 2012. Il meurt d'une crise cardiaque dans une chambre de l'hôtel Michelangelo à Manhattan, du groupe Accor. C'est ce fameux groupe Accor qui portait malheur à un moment donné à DSK un jour, à Descoings l'autre jour. Il avait 53 ans. La nuit de sa mort, il a fait appel au service de 2 escort boys, qui sont rapidement mis hors de cause. Son téléphone portable et son ordinateur ont été retrouvés sur un balcon du 3e étage de l'hôtel, probablement jetés par la fenêtre de sa chambre. Juan Branco fera son éloge funèbre. Tiens, on les retrouve un peu partout. Puis c'est le tour de son successeur, Frédéric Mion. Alors en janvier 2021, Duhamel, Olivier, il y a beaucoup de Duhamel, il faut faire attention, président de la Fondation nationale des sciences politiques, dont dépend l'IEP, est visé par des accusations d'inceste. Frédéric Mion se dit alors stupéfait par la nouvelle, reconnaissant ensuite avoir été averti de ces accusations par l'ex-ministre Aurélie Filippetti. Selon lui en 2019, en réalité en 2018, Frédéric Mion démissionne de l'IEP dans le sillage de l'affaire Duhamel en 2021. Et selon le rapport d'inspection commandé par le ministre de l'Enseignement supérieur, dont la lecture le décide à démissionner, il ment aux enseignants, il ment aux étudiants, il ment à la presse et il ment à l'inspection. Dès 2018, il cherche à éviter que l'affaire ne s'ébruite et début 2021, il souhaite cacher que 6 autres personnes au sein de Sciences Po étaient au courant des accusations portées contre Olivier Duhamel. Il y a une vraie solidarité amicale à Sciences Po, c'est bien. À l'actif de Frédéric Mion, entre autres, en 2011, il soutenait l'action de l'association Isota, qui milite pour le mariage et l'adoption d'enfants pour des couples homosexuels. En 2016, il est champion français de la campagne Impact 10x10x10 du programme I for She, c'est beau ça, I for She, il pour elle, créé par l'ONU Femmes. Il est un ami proche aussi d'Édouard Philippe. On est dans un tout petit monde, n'est-ce pas? Cette semaine, les décorations de Noël de la ville de Nantes étaient encore cette année au cœur de l'actualité. Les sculptures et penseurs de la tradition y sont invités à revoir leur vision des choses. À tous les anti-wokistes de pacotille, ravalez votre fiel et remballez votre Père Noël Coca-Cola. Nantes célèbre Noël dans la lumière, la poésie et la fraternité. A-t-il été ainsi tweeté par la vice-présidente de Nantes Métropole et élue de la ville. On reste confondu face à pareil crétinisme. De la part d'Homo Festivus, Philippe Muret nous manque en cette veille de Noël. Mais Bordeaux propose un Noël de fer pour cause d'écologie et de réchauffement climatique, je suppose. En 2019, le sapin, qui est un arbre mort, selon les écologistes, de 17 mètres de haut sur la place Péberlan à Bordeaux, avait été renversé par la tempête Fabien, laissant présager, avec l'aggravation des phénomènes climatiques extrêmes, on s'en doute, des risques d'accidents potentiellement mortels. C'est l'argument principal et hautement ridicule des défenseurs de l'arbre de Noël métallique, œuvre de l'artiste Arnaud Lapierre, choisi par la mairie de Bordeaux, qui a coûté 130 000 € à la ville en 2021. Est-il nécessaire d'en rajouter ? Oui, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ainsi, Sidi Nicolas, Queen Nicolas et la petite Maman Noël. C'est toute une ribambelle de nouveaux personnages que les enfants pourraient bien rencontrer en ce mois de décembre. Au placard, les mâles blancs de plus de 50 ans que sont le Père Noël et Saint Nicolas, dont je fais partie, non pas en tant que saint, mais en tant que Nicolas. Alors, pour un Noël toujours plus inclusif, féministe et diversitaire, certaines municipalités ont pris le parti de réinventer, ah oui, c'est beau ce mot, réinventer les fêtes de fin d'année, comme si on leur demandait quoi que ce soit. Sidi Nicolas à Bruxelles, il est musulman. À Gand, le Père Noël est noir. En Allemagne, dans un petit village, le marché de Noël s'ouvre sur un appel du muezzin. Rien que ça. On continue par contre la chasse aux sorcières de Noël comme à Perpignan, même si je crois que la municipalité a gagné. Mais si on est contre les crèches de Noël, on dit oui au plug anal. Rappelez-vous de Paul McCarthy, place Vendôme. Ça tombe bien, il était vert. Il pourrait aussi bientôt remplacer le sapin de Noël. Aïe, aïe, aïe. Mais l'histoire est revisitée à Lyon, n'est-ce pas ? Nouveau parcours du musée d'histoire de Lyon qui a achevé samedi 2 décembre. Une réorganisation commencée en 2019 a été co-construit aussi bien par des experts que des témoins et témoines. Aïe, aïe, aïe. Témoins, témoines, gouins et gouines, citoyens anonymes de Lyon.
Ça rime. Une des conceptrices du musée, le détail, on est allé en ville, on a posé des questions aux passants, à des jeunes qui faisaient du skate, pour leur demander leur récit de la ville. Les objets historiques sont rares et s'effacent au profit de montages photographiques et de récits. De 4 personnages fictifs censés raconter la ville, 3 femmes nées à différents siècles et Saïd, ouvrier devenu bénévole associatif. Alors le directeur Xavier de Lasselle avait prévenu, le concept de Lyonnais de souche n'a aucun sens. Un visiteur manquant de recul sortira de cette pièce convaincu que la ville n'a été construite que par le travail des femmes et de maghrébins. Le prisme social de l'histoire aurait pu présenter ici un réel intérêt. Il est manipulé pour servir une vision politique qu'on ne peut qualifier autrement que de délirante. Le mot de la fin au maire Grégory Doucet de Lyon, qui se dit ainsi admiratif du travail colossal des équipes du musée d'une ville profondément humaine, tissé par les lumières du monde. Un tissu, oui, mais pas vraiment de lumière. Moi, j'appellerais ça un tissu de conneries. Oui, mais les étrangers l'aiment bien, notre patrimoine, au point de s'en emparer à la première occasion. C'est la fin de l'abondance pour les sans-dents selon Macron, mais pas pour tout le monde. Non, on l'avait déjà vu sur le dîner en l'honneur de Charles III, mais il y a aussi des dîners privés depuis quelques jours. On en parlait de ces noces de Madeleine Brockway et Jacob Lagrone. J'adore ça. Sur TikTok. Ce couple américain a privatisé certains des lieux les plus beaux de France. Le premier jour, les convives triés sur le volet ont reçu un carton d'invitation pour se rendre à un dîner de bienvenue à l'Opéra Garnier quand même. Privatisé pour l'occasion. Ce soir-là, les grands escaliers ont été ornés de fleurs colorées tandis que le couple a fait son entrée au son d'un concert offert par des violoncellistes. Ça fait rêver. Ah oui. Le lendemain matin, vous allez voir si ça fait rêver jusqu'au bout. Le lendemain matin, les invités ont dégusté sablé et coupe de champagne dans une suite de la maison de haute couture Chanel, après quoi ils ont confectionné leur propre sac sur mesure, un souvenir pour marquer leur passage au sein de l'adresse de la marque de luxe, tandis qu'ils ont le 3e jour droit à une visite privée du château de Versailles, puis à un dîner aux chandelles arrosé du champagne Moët-et-Chandon. Après une nuit à Versailles, comme on peut le lire dans l'œuf Post, toute la noce est revenue dans la capitale pour visiter la Tour Eiffel et y bruncher, avant de finir la journée sur une péniche. Alors, budget de ce mariage démentiel, 59 millions de dollars, soit 154 millions d'euros. Une somme certes astronomique, mais aurait été capable de débourser les parents de la mariée, patron d'entreprise automobile et multimillionnaire. Alors, dormez tranquille, chers Français, votre patrimoine permet encore de couvrir vos dettes, mais qui resteront vos dettes, mais pas toujours, mais votre patrimoine plus pour très longtemps. Alors, information de dernière minute sur ce sujet quand même extraordinaire. Le Washington Post relate que le marié, donc le fameux Jacob Lagrone, est en fait sur le point de finir sa vie en prison. Il le savait d'ailleurs quand il s'est marié. En mars de cette année, il avait tiré chez lui sur 3 policiers, les blessant. C'est un véritable conte de fées. Ils s'aimèrent, se marièrent et le prince charmant eut beaucoup d'années de prison. C'est Wall Street qui ouvre à la hausse. Eh ben oui, on passe tout de suite, ça va, on est à peu près dans les temps, à la chronique financière. Ce devait être Arnaud Biéguin, notre trader, dit tradé sur Radio Courtoisie, préféré. Et puis, c'est heureux papa. Donc, il nous reviendra dans une prochaine semaine. Donc, nous avons le big boss, le grand patron, Monsieur le pour directeur. le remplacer. Voilà, Franck Pengam. Bonjour Franck, vous nous entendez ? Bonjour Nicolas, oui, je vous entends très bien. Bonjour Lara, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, je rappelle que Franck Pengam est fondateur et gérant du média Géopolitique Profonde. Il a écrit 2 livres sur la géopolitique de l'or et de l'industrie minière. Il est spécialisé dans les placements asymétriques et décentralisés. Autrement dit, il cherche des solutions financières pour développer le patrimoine en dehors du système. Passionné depuis toujours par l'économie, il est diplômé en économie-sociologie et en anthropologie ethnologie. Il a aussi suivi un cursus en sciences politiques, relations internationales. Alors, Franck Pengam, j'avais prévu d'interroger Arnaud Biéguin sur sa chronique d'il y a 2 semaines, où il nous disait il faut absolument investir dans les crypto-monnaies. Et alors, une information du Figaro de cette semaine nous informe sur le fait que la monnaie cryptographique a vu sa valeur augmenter de près de 150% en 2023.
Et le Bitcoin donc s'est envolé à son plus haut prix depuis avril 2022 à plus de 42 000 $. Alors certes, on reste très en dessous des cotations records qui ont pu exister à un moment. Il y a des scandales qui sont toujours en cours. Mais néanmoins, on ne peut que se féliciter des bonnes annonces d'Arnaud Biéguin et je pense de ce qui s'écrit dans votre revue Géopolitique Profonde. C'est à vous la parole, Franck. Oui, Nicolas, effectivement, alors ça fait... Arnaud, du coup, a annoncé aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'il y avait des choses intéressantes à faire sur les crypto-monnaies. Mais en fait, chez Géopolitique Profonde, ça fait déjà plus d'1 an qu'on se prépare à cet événement. Donc en fait, le fait que ça monte et le fait que ce soit anticipable, eh bien, je vais expliquer pourquoi, en fait, ça s'est passé comme ça et pourquoi, justement, on a pu anticiper ce genre de choses. Alors déjà, en préparant la chronique, je me suis rendu compte que hier, que tous les médias de grand chemin, quand justement j'ai reçu l'article du Figaro, tous les médias de grand chemin ont parlé du Bitcoin et de sa hausse frénétique, et ceci durant toute la semaine. Et donc ça, je suis désolé de le dire, d'ores et déjà quand même pour prévenir, ça veut dire qu'il y a une grosse correction à venir. Ok ? Donc il y a, comme tu l'as bien rappelé Nicolas, il y a eu une hausse là, actuellement on est près de 44 000 $, donc c'est 165% environ en 1 an de gains sur le Bitcoin. Là, je pense qu'avec la montée qu'il y a eu, eh bien, on peut s'attendre à une correction de 15%, 20%, 25% facile. Ah oui. Donc, je préviens de suite, si vous rentrez aujourd'hui sur le Bitcoin, vous allez essuyer une correction, mais c'est une correction temporaire. Par contre, les corrections sont extrêmement violentes, donc faites attention. Et d'ailleurs, on en reparlera à la fin, restez bien jusqu'à la fin de cette chronique, parce que je vais vous dire quoi faire en fait si vous n'êtes pas investi sur le Bitcoin et quoi faire si vous êtes investi sur le Bitcoin. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Quand tous les grands médias parlent du Bitcoin, ce qui est le cas, comme j'ai vérifié hier, eh bien ça veut dire que grosso modo, il est quasiment trop tard pour rentrer aujourd'hui en tout cas. Ok ? Donc pourquoi ça monte et pourquoi c'était anticipable ? Donc ça fait 1 an qu'on prépare ça chez Géopolitique Profonde. Je vais vous faire un petit historique des prises de position. Oui. Chez les clients premium de Géopolitique Profonde, eh bien déjà, moi j'ai annoncé que je rentrais lors d'un crash qui s'est passé le 8 et le 9 novembre 2022. J'ai commencé à re-rentrer sur ce marché parce que pour moi, on était à des niveaux extrêmement intéressants pour rentrer. Et puis effectivement, on était à des plus bas. Donc à ce moment-là, j'ai fait un premier achat sur le Bitcoin. Moi, en fait, je rentre en fractionné, c'est-à-dire que je rentre en plusieurs fois. Et donc, la première fois, je suis rentré le 10 novembre 2022 exactement, après un crack qui s'est passé le 8 et 9 novembre. Ensuite, j'ai fait une vidéo spéciale pour préparer tous les clients de Géopolitique Profonde, notamment les clients premium, après un crack qui a eu lieu en juillet 2023. Et donc, j'ai tourné une vidéo le 30 juillet 2023 pour prévenir tous les abonnés qu'il était temps de mettre en place des stratégies pour pouvoir rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, il y a eu un crash le 17 août 2023. Et là, j'ai fait un deuxième achat sur Bitcoin et sur l'Ethereum, parce que l'Ethereum est la deuxième crypto-monnaie intéressante. C'est une crypto-monnaie également décentralisée avec laquelle, justement, pas mal d'entreprises travaillent, les banques également, parce que ça permet en fait de créer des applications via la blockchain et puis en fait de fluidifier un peu les transactions financières et d'avoir une traçabilité réelle. Donc j'ai fait ce deuxième achat le 17 août 2023 et j'ai fait enfin un dernier achat le 29 novembre 2023. Et à ce moment-là, j'ai vraiment diffusé la vidéo que j'avais tournée le 30 juillet 2023. J'ai diffusé ça à tous les abonnés de la revue également, parce que pour moi et pour les analystes de Géopolitique Profonde, ce 29 octobre 2023, c'était vraiment un moment très très intéressant pour investir, c'est-à-dire que tous les signaux commençaient vraiment à être ouverts. Et c'est pour ça qu'Arnaud d'ailleurs vous a prévenu il n'y a pas longtemps qu'en fait c'était un bon moment pour investir. Donc là, vu qu'il s'est passé quelques semaines depuis, eh bien il y a eu une forte augmentation. Donc, il ne vaut mieux pas rentrer de suite, comme je l'ai dit précédemment. Ok. Par contre, faut bien comprendre que durant cette période-là, qui va durer quelques mois, c'est-à-dire qu'on est à une période où il va y avoir un phénomène qui s'appelle le halving. Le halving, c'est un phénomène assez intéressant, et c'est pour ça en fait que c'était anticipable. C'est pas lié au réchauffement climatique, rassurez-moi, Franck. Non, c'est pas comme le Gulf Stream. Non, c'est pas ça. En fait, pour créer du Bitcoin, il faut le miner. Et donc, il faut consommer de l'énergie. Le halving, c'est très simple. C'est une division par 2 des tailles de blocs du Bitcoin. Donc, quand un mineur de Bitcoin utilise de l'énergie pour miner du Bitcoin, c'est-à-dire pour résoudre des équations mathématiques et gagner l'équation par rapport aux concurrents, eh bien, en fait, il arrive à miner du Bitcoin. Tous les 4 ans, tous les 3-4 ans environ, il y a un halving, c'est-à-dire que les récompenses sont
création monétaire pure, ben, ça veut dire qu'il y a une pression sur le prix du Bitcoin et que le Bitcoin est du coup plus cher à miner. Et de facto, en fait, ça augmente le prix. Et donc là, on a un halving qui arrive en avril 2024. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a ce phénomène sur les prix. Parce qu'à chaque halving, eh bien, il y a une hausse des prix du Bitcoin. Avec Arnaud, on était par exemple sur ce marché en 2020. Oui. Et là, les prix ont augmenté de manière drastique. Et c'était un moyen d'accélérer, le fait de faire fructifier son patrimoine de manière drastique parce que ce marché est très intéressant quand on arrive à anticiper un peu tout ça. Voilà, il faut quand même essayer de se positionner au meilleur moment. C'est pour ça que moi, actuellement, je dis à tous les clients de rester calme un peu et puis d'attendre une correction. Encore une fois, des corrections, c'est extrêmement violent. Ça peut aller de 15 à 30%. Donc, il faut être préparé à ce genre de choses. Par contre, voilà, jusqu'au halving en avril et quelques mois après, si on a un horizon de temps de 6 mois, eh bien, en fait, c'est très, très intéressant d'investir à une correction. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire à la prochaine correction. Je vais réinvestir encore un peu et puis attendre patiemment quelques mois, histoire de potentiellement doubler mon investissement, voire plus. Bah écoutez, c'est très bien, mais alors comment je vous ai entendu parler à un moment donné de clients premium. Alors, je connaissais Mike Borowski me parler d'invité premium en disant je ne veux que du premium. Je disais mais parle français. Et là c'est client premium, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des clients privilégiés vous. Oui, ben en fait dans la revue Géopolitique Profonde, je peux pas donner je peux pas donner toutes mes positions parce qu'il y en a certaines qui vont un peu plus loin et qui sont un peu plus risquées. Et puis on n'a pas, à la radio, j'en diffuse quelques-unes. Oui, voilà. J'en diffuse quelques-unes sur une plateforme de formation pour tous les abonnés de la revue. Et à certains moments, je vais donner des pistes que moi j'investis, tout simplement. Donc ce sont pas des recommandations en tant que telles. Je montre en fait ce que je fais concrètement. Et donc en fait, il y a des clients qui suivent tous mes portefeuilles de manière précise toute l'année. Et donc là, c'est pas les clients de la revue, ce sont pas les abonnés de la revue, c'est d'autres clients qui payent d'ailleurs plus cher. Donc c'est pour ça qu'ils ont accès à des informations entre guillemets privilégiées. Donc voilà ce qu'est un client premium chez Géopolitique Profonde. Et donc les clients premium, en fait, ont un historique qui est d'ailleurs prouvé, parce que j'annonce ça sur un groupe Telegram, les différentes positions. Et donc en fait, ils le savent que depuis le 8-9 novembre 2022, quand il y a eu un premier gros crack sur le Bitcoin pour moi, où c'était vraiment intéressant, moi j'ai recommencé à investir sur le Bitcoin il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Donc voilà. Alors dans les médias, ils ont parlé d'un spot ETF Bitcoin. Alors oui, ça aussi c'était. C'est un espoir, paraît-il. Alors même durant le précédent bull run, un bull run, je vais le définir de suite, c'est ce qui arrive lors d'un halving du Bitcoin. En 2021, il y a eu un halving du Bitcoin, c'est pour ça que les prix ont monté. On parle de bull run, ça veut dire une montée haussière exponentielle. Et c'est sur ça qu'on peut surfer quand on fait du trading ou un peu d'investissement. Donc les ETF Bitcoin et les institutionnels, ça pousse le marché à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, eh bien en fait, il y a des grandes banques, des grands institutionnels et grosso modo, les gros investisseurs américains qui sont sur ce marché et qui en fait investissent le patrimoine, par exemple le patrimoine sous gestion des banques d'investissement. Et donc là, on a des belles rumeurs d'ETF. Donc un ETF, c'est un fonds d'investissement qui permet à tout un chacun d'investir très très facilement sur n'importe quel marché. Aujourd'hui, avec un ETF sur le S&P 500, en un seul clic, on investit sur l'intégralité du marché américain, sur les 500 plus grosses entreprises par exemple. Avec un ETF Bitcoin, ça permettrait à tout un chacun, via son courtier en action chez le CAC 40 ou sur le S&P 500, ça permettrait à tout un chacun d'investir facilement sur le Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, pour investir sur le Bitcoin, en général, il faut s'inscrire chez un courtier crypto-monnaie, qui n'est pas un courtier, comme sur la bourse traditionnelle. Donc c'est quelque chose d'un peu différent. Avec un ETF, ça veut dire que n'importe quel institut ou n'importe quel particulier pourra investir sur le Bitcoin avec un fonds d'investissement. En fait, il prendra une part de ce fonds. Et donc, en fait, on a une dizaine... C'est un peu les crypto-monnaies pour les nuls. C'est-à-dire que des gens comme moi qui comprennent rien, si j'ai envie d'investir, je peux toujours faire confiance avec ces ETF, enfin faire confiance relativement avec ces ETF, c'est ça? En fait, ça permet d'un côté, oui, ça permet de faciliter grandement l'achat de tout un tas d'actifs, parce qu'en plus, avec un ETF, on peut regrouper plusieurs actifs différents. Ça permet en fait de diminuer les frais. C'est vraiment très très peu cher. Et puis surtout, ça fluidifie le marché, parce que le problème des crypto-monnaies, c'est que par rapport, par exemple, au marché, tout simplement le marché américain, eh bien, c'est assez peu liquide. C'est-à-dire que si vous mettez quelques dizaines de millions,
eh bien, vous faites bouger le marché. Mais oui, mais quand on parle de grandes banques d'investissement, JP Morgan, Goldman Sachs, etc., ils mettent des millions, des milliards quand ils investissent. Donc, ils sont obligés de faire ça progressivement. Et vu que le marché crypto n'est pas institutionnel, c'est un marché volatile un peu à l'écart du marché traditionnel, eh bien, en fait, ça fait bouger les prix drastiquement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de volatilité. Avec les 10 ETF, les 10 fonds d'investissement qui peuvent potentiellement rentrer sur Bitcoin, et là, encore une fois, j'insiste, parce que c'est le marché américain, ce sont les États-Unis qui font ça, ça veut dire déjà qu'ils commencent à réguler le sujet et qui permettent aux gros acteurs de commencer à rentrer sur ce marché qui va devenir de moins en moins spéculatif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y aura un peu moins de volatilité, parce qu'en fait, il y aura de plus en plus de fonds. Donc voilà, ça permet de fluidifier, et puis ça permet à tout un chacun d'investir sur ce sujet. Mais malheureusement, n'oubliez pas que moi, par exemple, j'investis sur le Bitcoin en termes spéculatifs d'un côté, mais j'investis également avec des convictions, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est un actif décentralisé, et ça me permet d'avoir une partie de mon patrimoine totalement en dehors d'un État et des banques, et surtout des banques centrales. Il n'y a pas de planche à billets avec le Bitcoin. Tout est contrôlé, tout est planifié. Ça a été mis dans le code dès le début du Bitcoin en 2008-2009. Et en fait, il est immuable, il est inchangeable. Et c'est pour ça que ça en fait un actif intéressant. En tout cas, en termes, en parlant d'inflation, avec tous les phénomènes qui se passent aujourd'hui, le Bitcoin reste un actif anti-inflationniste majeur parce que tout simplement, en le gardant sur le long terme, eh bien, on surperforme largement l'inflation et d'ailleurs, on surperforme quasiment tous les autres actifs. Merci beaucoup pour cette chronique au pied levé puisque vous remplacez l'un de vos conseillers aujourd'hui, Franck Pengam. Et donc, je rappelle que pour plus d'informations, puisque nous restons dans des généralités sur Radio Courtoisie dans cette émission de géopolitique profonde, pour approfondir, vous allez vous connecter sur le site, c'est ça, Franck Pengam de Géopolitique Profonde, et là, vous pouvez échanger plus facilement et éventuellement, avoir la chance de devenir un jour un client premium, c'est ça ? Voilà, c'est ça, vous allez sur le site géopolitiqueprofonde.com et puis vous m'entendrez parler de ce genre de sujet dans des programmes avancés. Et puis même pour les abonnés de la revue, voilà, j'ai parlé de tout ça et puis j'ai donné des stratégies. En fait, qu'est-ce que je faisais aujourd'hui pour pouvoir, si par exemple je suis débutant, comment je fais, et si je suis avancé, comment je fais. Moi, j'utilise des stratégies avancées, mais également, je montre qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui je n'étais pas rentré sur le Bitcoin. Eh bien, tout simplement, j'attends une correction, j'investis là, je fais ci, je fais ça, et puis en fait, je suis quasiment sûr, entre guillemets, évidemment, on n'est jamais sûr de rien, mais voilà, si on a un peu de patience et qu'on a un horizon de temps long terme et qu'on ne fait pas forcément du trading, le trading c'est la spécialité d'Arnaud, moi je suis plus investissement et donc ça va durer un peu plus longtemps, eh bien, moi je suis quasiment sûr de faire fructifier mon patrimoine un minimum, et puis il faut maîtriser évidemment son investissement, il ne faut pas avoir besoin de l'argent qu'on investit, parce que c'est un marché extrêmement volatile, et donc ça peut faire peur. Donc faites attention à ça. Sur le court terme, on peut s'attendre à une correction. Sur le moyen terme, je peux m'attendre à une augmentation. Et sur le long terme, pour moi, c'est sûr, le Bitcoin va encore monter de prix. Très bien. Bon, écoutez, merci à vous. On se retrouve très bientôt. Vous allez revenir à Paris prochainement. Je sais que vous êtes un globe-trotter. Oui. Vous n'êtes pas un mondialiste, mais globe-trotter. Oui, je suis obligé de venir à Paris pour vous rencontrer à Radio Courtoisie et puis même rencontrer des auditeurs. La semaine dernière, j'en ai rencontré et c'était d'ailleurs très sympathique, Nicolas. Très bien. Écoutez. Et ils avaient des questions justement sur le Bitcoin, il me semble. Exactement. Ces auditeurs qui réagissent. Mais j'ai oublié les questions d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Merci beaucoup, Franck. Merci Lara, merci Nicolas. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous les transmettez, puis on y répondra soit aujourd'hui, soit la prochaine fois. Et n'hésitez pas à vous connecter sur géopolitiqueprofonde.com. On n'y manquera pas. Merci Franck et à très bientôt. 5,50 € pour Radio Courtoisie de la part d'Alexandra. J'espère que Radio Courtoisie vivra encore longtemps. Je donne un petit don, mais aussi beaucoup de soutien. Bonne chance. Chers auditeurs, voici le message que j'ai reçu de la part d'Alexandra, 10 ans, qui a pris 5,50 € de sa tirelire pour aider Radio Courtoisie. En ce mois de décembre décisif, où nous devons réunir 200 000 € pour finir l'année à l'équilibre, nous avons besoin du soutien de chacun. Si vous n'avez pas encore donné cette année, s'il vous plaît, faites comme Alexandra et comme elle, soutenez votre radio le plus généreusement possible. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à l'ordre de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Voilà, le marathon des dons sur Radio Courtoisie continue jusqu'à la fin de l'année et nous vous accompagnerons évidemment
dans ce marathon. Il y a quelques questions et réactions des auditeurs. Pourriez-vous nous faire part, Nicolas ? J'avais failli les oublier. Ah non, faut pas. Déjà, j'ai oublié celle que je devais compter aujourd'hui. Je sais pas ce que j'en ai fait. Pour ça que là, merci Nicolas Lara pour cette revue de presse hebdomadaire et ces informations claires et précises qui nous aident à comprendre l'actualité nationale et internationale. Merci. Je l'avais dans une autre émission, cet auditeur que je connais bien par ailleurs. Je suis content de le retrouver aussi dans ce libre journal de géopolitique profonde. Cher Nicolas, les 2 meilleurs mots à retenir de votre rubrique, haute trahison, mais qui organisera le procès? Alors là, qui organisera le procès? Méfiez-vous de tous ces avocats qui nous annoncent des procès tous les 4 matins. Une correction de Denis, le poisson pourri par la tête n'est pas de Mao, ni même un proverbe chinois, même si je persiste à dire qu'il l'a dit, Mao, mais en effet, vous avez certainement raison, la formule latine était déjà sous la plume d'Erasme. J'aime l'érudition de nos auditeurs. Une auditrice, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Oui, j'avais pas osé le dire. Là, bien au chaud, nos politiques n'attendent qu'une chose, qu'on se tape dessus, qu'on s'entretue. Oui, c'est ça, qu'on s'entretue. Le petit couteau avec ses petites jambes et ses petits bras a échappé à son propriétaire pour faire le boulot ni vu ni connu. Où se trouve le proprio? Ça, on ne sait pas. C'est la faute du mec qui a reçu le couteau. Il était là où il ne fallait pas qu'il soit une belle heure avec vous deux. On aime. Et la même auditrice qui s'amuse aussi du mégot de Notre-Dame, qui a mis le feu alors? Et oui, c'est le mégot avec ses petites jambes toujours et ses petits bras qui a fichu le feu. Certainement. Nous dire 2-3 mots, vérifier qu'on vous entend bien. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah, bah là, ça va beaucoup mieux. Ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. On a Mike Borowski qui a fait l'intrusion à la technique et qui a perturbé notre pauvre Arnaud. Laurent Ozon, vous êtes stratégiste, analyste technique et scientifique indépendant, Stargum, conférencier essayiste. Vous avez 4 enfants et vous financez, fondez et dirigez des PME innovantes, et ce depuis une vingtaine d'années. Alors, nous vous avons déjà eu il y a quelques semaines, Laurent Ozon, sur les guerres de 4e génération. Et puis, cette fois-ci, j'aimerais que l'on puisse parler de deux articles que vous avez fait pour la revue Géopolitique Profonde en octobre, cette fois-ci 2023, sur généralement, mais on va détailler les psychotropes, et puis sur la guerre de l'opium d'hier et d'aujourd'hui. Alors, si vous en êtes d'accord, j'aimerais qu'on termine par l'opium, mais qu'on commence un petit peu par ce qui est votre introduction, et puis que vous puissiez nous parler rapidement de ce que je vais dire, qui interpelle. Article absolument passionnant, en tous les cas, que je ne peux que conseiller aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors vous écrivez, vivons-nous dans une société de malades mentaux? C'est la question légitime que l'on pourrait se poser en lisant cet article. Vous y recensez les substances qui ont le potentiel d'affecter le fonctionnement psychologique normal d'une partie importante de la population, qu'elles soient considérées comme des psychotropes ou non, tant par le pourcentage de la population concernée que par l'ampleur des effets attribués par les scientifiques à la consommation régulière de ces substances. Il est indéniable que nous sommes face à un problème de santé publique majeur. En réalité, cela soulève des interrogations sur le devenir d'une société dans laquelle une grande partie de la population ne se trouve plus dans un état psychologique normal, voire pas du tout. On va parler aussi d'état modifié de conscience. Alors la première question éventuellement, mais bien sûr vous pouvez déjà introduire votre sujet, Laurent Ozon, mais en tout cas ma première question ce sera sur le détail. Qu'est-ce que un psychotrope? Combien de catégories de psychotropes peut-on distinguer, Laurent Ozon? Le terme psychotrope, c'est un terme qui décrit en fait les substances qui affectent l'activité mentale et les processus cognitifs d'une façon générale. Oui. Voilà. Donc dans la catégorie psychotrope officielle, puisqu'ils sont recensés comme tels, on trouve habituellement les antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques, stabilisateurs de l'humeur et j'en passe, somnifères, stimulants, etc., etc. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres psychotropes officieux qui existent, et évidemment le but de mon topo a été
faire des listes, c'est pas très intéressant, mais c'était évidemment de réfléchir sur la santé mentale de la population. Voilà. Alors, parmi ces psychotropes, on va les distinguer. Et c'est vrai que déjà, un psychotrope auquel on ne pense pas, parce que quand on pense psychotrope, on pense tout de suite aux prescriptions de nos médecins. Mais le premier des psychotropes, avec des effets tout à fait délétères qu'il ne faut jamais oublier, c'est justement les stupéfiants illicites. Oui. Alors, évidemment, les stupéfiants, c'est évident, on va dire. Tout le monde sait qu'on n'est pas dans un état psychologique normal, entre guillemets, et que le but précisément des stupéfiants, c'est d'affecter l'activité mentale et les processus cognitifs. Ça, c'est évident. On les prend pour ça, d'ailleurs, si je puis dire, comme d'ailleurs les psychotropes thérapeutiques, entre guillemets, je dirais bien, vraiment entre guillemets, comme les antidépresseurs, les antipsychotiques et autres, somnifères, etc., sont des psychotropes officiels. On néglige considérabablement, je pense, le rôle de ces psychotropes officiels dans la santé mentale et dans l'impact qu'ils ont, dans la formation qu'ils ont dans la population. Et c'est d'autant plus gênant que on est je dirais de façon assez régulière, saisi par des campagnes plus ou moins orchestrées par les labos pharmaceutiques sur des trucs qui sont d'importance bien moindre. Typiquement, il y a quelques mois une campagne pour faire dérembourser l'homéopathie. En disant ça sert à rien. Oui, alors ça sert à rien, c'est de l'escroquerie, etc. Alors, je peux pas me lancer dans une discussion sur l'homéopathie, même si j'ai un avis là-dessus. Mais ce que l'on sait, une chose dont on est à peu près certain, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave à tester de l'homéopathie. Par contre, si on fait la liste des psychotropes recensés comme tels, dont certains, comme par exemple les IRSS, parlons-en. Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, sont quand même consommés, qui représentent des centaines de millions d'euros de dépenses chaque année en France. Ça a été la grande mode, ça a commencé avec le Prozac, et puis maintenant vous en avez tout un tas. C'est ces fameux, moi j'appelais ça les désinhibiteurs, mais en fait ils inhibent la sélection du recaptage de la sérotonine. Et ça, vous expliquez dans cet article très bien que finalement les attendus ne sont pas à la hauteur. Les résultats sont pas à la hauteur des attendus, et que ça n'a pas plus d'effet, peut-être encore moins que l'homéopathie. Alors moi je ne dis rien, je ne comprends vous répondez. Pas ça. Je fais état simplement des dernières études scientifiques, dont la dernière est publiée dans Nature en 2022, et on sait maintenant que les IRSS sont des substances aux effets largement discutés. On va dire concernant en tout cas en tant qu'antidépresseur. Donc voilà. Donc il y a maintenant non seulement des doutes sur l'efficacité ou en tout cas le mode d'action des ISRS, mais par contre il n'y a pas de discussion sur alors là les dizaines d'études qui ont pointé les effets indésirables documentés, tels que alcoolisme, dépendance, virage maniaque, malformation cardiaque, hémorragie intracérébrale, levée de l'inhibition suicidaire, dysfonctionnement sexuel, etc. De ces substances. Or, le coût des IRSS en termes de remboursement, c'est des centaines de millions d'euros de dépenses chaque année en France. Et on sait qu'on a approximativement aujourd'hui 15 millions de consommateurs occasionnels en France d'antidépresseurs et 3,5 millions de personnes qui sont des consommateurs réguliers d'antidépresseurs. Donc on parle pas là de quelques dizaines de milliers de personnes ou quelques centaines de milliers de personnes, on parle de 15 millions de consommateurs occasionnels d'antidépresseurs et 3,5 millions de consommateurs réguliers. Donc là,
On est vraiment sur des masses de personnes importantes. On est sur des médicaments qui se présentent comme tels, en tout cas, qui sont le moins qu'on puisse dire, dont les effets sont largement discutés, et surtout des substances qui sont prises en charge par la collectivité et dont les effets secondaires, contrairement à d'autres substances, sont, elles, largement documentées. Quand je dis largement, il y a des dizaines, voire des centaines d'études qui documentent les éléments dont je vous ai parlé, l'information cardiaque, alcoolisme, virage maniaque, lever de l'inhibition suicidaire, dysfonctionnement sexuel, etc. Donc tout ça, c'est très documenté. Or, ces éléments-là, c'est-à-dire les effets secondaires, ne sont pas chiffrés dans les coûts. Là, quand je vous parle de centaines de millions d'euros de dépenses chaque année en France sur les ISRS, je ne vous parle pas des effets secondaires, c'est-à-dire de ce que ces effets secondaires produisent dans la société, combien elles coûtent à la société, et on parle toujours d'argent parce que les gens aiment bien mettre des euros derrière les charges, mais là il faut voir que ça se traduit en souffrance psychologique, en souffrance concrète pour les gens, en déstructuration du tissu social, en désorganisation, en accident de voiture, en problèmes de santé, de maladie, en souffrance familiale, etc., etc. Et donc toutes ces substances-là, typiquement, je prends l'exemple des ISRS, mais je pointe évidemment d'autres substances dans cette étude. Ne font pas l'objet de campagnes pour ne pas être pour être déremboursés. Il y a des campagnes pas précisément, alors que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aurait matière à discussion. Alors, ça serait le moins qu'on puisse dire. Tout à fait, Laurent Ozan. J'aimerais aussi que vous disiez quelques mots sur d'autres substances auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on est sur des états modifiés de conscience, sur des psychotropes ou assimilés, alors qu'ils n'ont pas du tout à l'origine cet effet. Il y en a plusieurs. J'ai plusieurs éléments à vous soumettre. D'abord, les statines, donc ces fameuses substances permettant de réguler entre autres la tension artérielle. Oui, c'était sur des substances qui sont prescrites pour traiter l'hypercholestérolémie et réduire les risques de maladies cardiovasculaires, prévenir les risques cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, etc. Là c'est pareil. Les effets secondaires des statines, qui sont très largement documentés aussi. Quand je parle de largement documentés, je ne parle pas d'une étude publiée un jour par une personne. Je parle de nombreuses études. J'en évoque quelques-unes, mais évidemment il y en a beaucoup sur l'hépatotoxicité, les myopathies, la neuropathie périphérique, l'altération de la contractibilité myocardique, les diabètes, maladies auto-immunes, dysfonctionnement érectile, j'en passe des meilleurs. Donc ce sont des substances qui sont là aussi largement administrées, puisque les statines, ça représente 5,3% des ventes de médicaments en Italie, 6,6% au Royaume-Uni, 4,1% en Allemagne. C'est le deuxième médicament le plus vendu en Allemagne. On estime qu'en Europe, à peu près 6% de la population européenne prend régulièrement des statines. Donc c'est pas un médicament, là encore, on parle pas de dizaines de milliers de personnes, ce qui serait déjà énorme. Ouais. On parle là de millions de personnes, voire au niveau européen de dizaines de millions de personnes. Et donc cette substance-là, en plus des autres, a un effet documenté aussi sur un effet psychotrope documenté. J'évoque une étude notamment de Béatrice Golon, qui est chercheuse au San Diego, l'université de San Diego en Californie, qui a mené récemment une étude clinique qui a recueilli de nombreux témoignages de carrières détruites, personnes qui ont tenté de tuer leur conjoint après avoir pris des statines, mariage brisé, etc. Elle fait très clairement état de troubles graves de comportement observés et liés à la consommation de statines. Donc, on sait que la diminution du taux de cholestérol, d'une façon générale, affecte les niveaux de sérotonine. Oui, donc ça rend les gens plus agressifs. Finalement, c'est un régulateur de l'humeur et des comportements sociaux. Donc évidemment, on peut pas s'attendre. Voilà. Donc on peut
peut pas s'attendre à ce que ça ne puisse pas avoir d'effet sur les risques de violence, d'impulsivité, suicide, meurtre, etc. Voilà. Donc là encore, on ne parle pas de substances anecdotiques consommées par deux ou trois grands malades ou 2 ou 3 hippies au fin fond d'une casemate dans le Canada. On parle de substances administrées massivement à la population, prescrites massivement à la population et qui sont consommées massivement dans la population. Tout à fait, Laurent Ozon. Alors, une autre substance, on est encore plus surpris de la catégoriser là, de la trouver là en tout cas. Et alors, son administration, évidemment, est massive, très massive. C'est un simple antidouleur, c'est le paracétamol. Oui, en fait, c'est l'acétaminophène, plus exactement, qui est plus couramment appelé paracétamol, qui est un analgésique et un antipyrétique bien connu, largement vendu sous forme, il y a des centaines de médicaments qui en contiennent, le Doliprane bien connu, Dafalgan et j'en passe. Il est parfois mélangé, associé en fait à d'autres substances telles que l'aspirine, la poudre d'opium ou la caféine. Et là aussi, les effets documentés, quand j'évoque tout le monde toujours des effets documentés scientifiquement. Les effets documentés scientifiquement du paracétamol sont, en tant que psychotrope, largement attestés. Notamment, la plupart des études reviennent sur une atténuation de l'empathie. Oui. Et sur la gestion de ce qu'on appelle les émotions positives et négatives, c'est-à-dire qui sont des déterminants importants dans la gestion des interactions sociales, c'est-à-dire d'une façon générale dans les relations entre les gens. Et donc, oui, le paracétamol, qui est un produit qui peut sembler banal, est aussi... pas si banal. Bon. Et a aussi un effet psychotrope, évidemment. Alors, évidemment, si on passe en revue ces médicaments les uns derrière les autres, là c'est pareil. Paracétamol, c'est un produit de consommation courante. Voilà. Bon. Donc c'est quand même un problème. On pourrait parler rapidement aussi des pilules contraceptives. Ah bah oui, dites-nous quelques mots sur les pilules contraceptives. La pilule contraceptive, c'est un psychotrope officieux, comme je dirais, comme les statines, comme le paracétamol et comme d'autres, je dirais. C'est un psychotrope officieux parce que c'est un psychotrope. Évidemment, on prend pas la pilule pour ses effets psychotropes. Non. C'est pour ça que c'est officieux. Mais on sait que 41% des femmes en âge de procréer, c'est-à-dire dans la tranche 49 ans, on va dire, en consomment régulièrement. Là, c'est pareil, on ne parle pas de quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de personnes, on parle de substances qui sont consommées de façon régulière par des dizaines de millions de personnes. Et donc, là, je vous passe les détails, mais enfin, il y a beaucoup de pilules, d'études qui ont pointé les effets de la pilule contraceptive sur la santé des femmes, d'une façon générale, la santé mentale des femmes. La liste des effets secondaires psychotropes de la pilule sont assez longs. C'est notamment réduction de l'empathie, c'est-à-dire la capacité réduite à percevoir les émotions des autres, difficulté dans l'expression de ses propres sentiments, augmentation du risque de dépression. Voilà. On sait que les femmes qui prennent la pilule régulièrement, qui prennent la pilule tout court, ont 23% de chances supplémentaires d'être diagnostiquées dépressives et de se voir prescrites des antidépresseurs, précisément. Donc, il y a énormément d'études là-dessus. C'est pas exhaustif, mais on pourrait parler de certains médicaments pour le traitement de l'asthme. Il y a en fait énormément de médicaments, de substances largement consommées aujourd'hui dans la population qui ont des effets psychotropes. Alors certains de ces effets ne vont pas tous dans le même sens, quoique il y a quand même des grosses dominantes. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que si on ajoute aux psychotropes officiels, c'est-à-dire reconnus comme tels, on va dire, que sont la consommation de drogues et de stupéfiants, qui concernent quand même, je crois, on a autour de 2% de la population des moins de 30 ans, j'ai pas les chiffres sous le nez là, mais qui est consommateur régulier de substances
de substances à effet psychotrope, de stupéfiants, type MDMA, kératine, amphétamine, crack, stimulants synthétiques, cannabis, etc. On a 2% de la population qui consomme régulièrement des stupéfiants illicites. Ça, on le sait. Bon, ça fait quand même beaucoup de monde, déjà. Si vous y ajoutez la consommation des psychotropes, d'autres psychotropes officiels comme les antidépresseurs et j'en passe, et que vous y ajoutez tous les médicaments qui sont des psychotropes officieux, type statine, paracétamol et j'en passe encore aussi de nombreux, pilules contraceptives, etc. Vous pouvez vous poser la question de savoir si la population, vous pouvez vous poser des questions sur l'état de santé mentale de la population française. Je dirais, on peut raisonner, je dirais, à l'échelle d'une population entière, puisque dans cette étude, j'ai pointé aussi d'autres substances qui sont présentes dans notre environnement, qui sont considérées comme des polluants. Alors Laurent Ozon, il nous reste une dizaine de minutes, donc j'aimerais en effet que vous nous parliez, mais pas plus de 3-4 minutes, des perturbateurs endocriniens, de tous ces pesticides, pour que on fasse déjà une conclusion sur les implications psychosociales de tout ce que je viens de dire, avant peut-être de garder quelques minutes sur les opiacés. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Non, rien, j'ai à peu près terminé. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez bout à bout l'ensemble des substances qui ont des effets psychotropes, qui sont considérées officiellement ou officieusement, vous pouvez considérer qu'une majorité de la population française aujourd'hui est dans un état psychologique modifié. Voilà, c'était l'état général. Je m'étonne d'autant plus, j'ai fait ce travail qui est une étude, je dirais, assez complète, mais qui est quand même qui pourrait être complétée par d'autres travaux. Mais si vous y ajoutez notamment typiquement les perturbateurs endocriniens, les pesticides, herbicides, etc., qui ont eux aussi des effets psychotropes, c'est-à-dire altérant le fonctionnement psychologique normal dans la boîte, vous vous retrouvez en fait avec un environnement qu'on peut considéré comme être un environnement psychologique modifié pour la majorité de la population aujourd'hui des pays dits occidentalisés, parce que pays occidentaux, c'est plutôt les États-Unis. Occidentalisés, ce sont ceux qui, je dirais, se convertissent à cette civilisation, ou sont convertis à cette civilisation, et ne concernent pas simplement les Européens, mais aussi d'autres pays. Donc, si vous mettez bout à bout, en fait, toutes ces substances-là, on peut se poser sérieusement la question de savoir pourquoi. On peut se dire que effectivement la santé mentale de la population est affectée dans sa majorité et que ça concerne des dizaines de millions de personnes, et je m'étonne que ça ne soulève absolument aucune discussion. Je m'en étonne d'autant plus que j'ai pas vu quand j'ai vu passer, je vous ai dit, cette campagne sur l'homéopathie. On en pense qu'on veut de l'homéopathie, mais quand j'ai vu passer cette campagne gigantesque sur l'homéopathie, où il s'agissait de dérembourser l'homéopathie, etc., voir se mobiliser tous les journalistes du Point, de l'Express, machin, etc., pour publier des trucs sur l'homéopathie qui ne marcheraient pas, qu'il faudrait dérembourser, etc. Quand on voit les milliards qui sont en jeu, quand on voit le nombre de millions de personnes qui sont concernées par cette dérégulation mentale, je pense que ça mériterait certainement que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur la question, ce qu'ils évidemment ne feront pas, puisque les implications sociales de ces substances, de la diffusion de ces substances dans la population, ne sont évidemment jamais renseignées. Les chiffres que je donne, ce sont les chiffres étudiés, c'est-à-dire ceux pointés en termes de remboursement, etc., mais n'oubliez pas que toute modification du comportement a des effets indirects qui sont extrêmement lourds pour la société. Bien sûr. Et je ne parle pas d'effets politiques, quoique on pourrait, mais on peut se poser sérieusement la question de savoir si une démocratie qui est censée reposer sur un logiciel politique, vous savez, lié à la raison, du citoyen lié accédant à la raison et à l'information par le truchement des médias qui lui permettent de se faire penser sa propre opinion, on peut se demander si cette base-là est encore satisfaite dans une société comme la nôtre. Je pose la question, mais c'est une simple question rhétorique. Vous l'aurez compris.
Merci Laurent Ozon. Les avis sont divergents et partagés par les auditeurs. Il y a une auditrice qui abonde dans votre sens. Est-ce vraiment des médicaments? J'en doute. Nombreux suicides. J'ai connu un tel drame dans ma famille à cause du Prozac. Une autre auditrice, elle dit qu'elle ne partage pas tout à fait l'avis entendu puisque elle a utilisé un antidépresseur, le Séroplex. Et que ça s'est révélé efficace dans son cas. Oui. Alors, non mais, soyez clairs, je ne fais pas, le but de mon étude n'a pas pour fonction de pointer l'efficacité de telle ou telle substance pour tel ou tel cas. Je ne fais pas de l'exercice illégal de la médecine. Je suis pas là pour vous, pas là pour vous dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas et sur quoi, surtout, et pourquoi. Mais je me base sur des études scientifiques qui sont des études, soit des études de corps, soit des études des études scientifiques et les effets secondaires évoqués, c'est-à-dire, et le sujet encore une fois n'est pas l'efficacité de telle et telle molécule, mais je m'intéresse aux effets psychotropes cumulés de ces substances psychotropes officielles et officieuses. Et si on les cumule, c'est-à-dire si on les met toutes bout à bout, on peut considérer, je pense, que c'est certes un peu polémique comme expression, mais que nous vivons dans une société de malades mentaux. Voilà. Absolument. Il nous reste que 5 minutes, allez, même 4 minutes et demie pour parler de la crise des opiacés en Amérique du Nord, qui est donc une épidémie de consommation abusive d'opiacés caractérisée par une augmentation significative des cas d'addiction et de décès liés aux opioïdes. Par exemple, le bilan est catastrophique. On estime que plus de 500 000 personnes sont décédées de surdose d'opioïdes aux États-Unis entre 2009 et 2019. Des géants de la pharmacie ont déjà été condamnés, dont Johnson & Johnson, McKinsey ou encore Purdue Pharma. Vous avez fait une étude, toujours dans le magazine de géopolitique profonde de Laurent Ozon sur ce sujet. Je vous laisse conclure cette émission sur ce point. C'est un scandale qui est assez connu maintenant, c'est-à-dire les manipulations de Purdue Pharma, qui est une société qui appartient à la famille Sackler, qui a globalement poussé à une vente agressive avec l'aide des laboratoires McKinsey, qui ne sont pas des acteurs directs, qui sont une société de conseil bien connue, McKinsey qui a d'ailleurs été condamné à verser 573 millions de dollars pour solder des poursuites judiciaires par les États américains. Donc ces gens en fait ont ont été accusés d'avoir manipulé des données faisant état en fait d'un opioïde d'un antidouleur qui était vendu comme tel sans effet d'addiction. Or il s'est avéré que c'était non seulement pas le cas, mais que les effets d'addiction étaient lourds. Et aujourd'hui, la crise des opioïdes qui a commencé dans les années 2009 et qui touchait essentiellement des États ruraux américains, la population blanche rurale américaine, sont aujourd'hui un problème sanitaire majeur qui touche aussi bien la population noire que toutes les populations en fait aux États-Unis. Biden a expliqué qu'il y avait 80 000 morts par an aux États-Unis. Il y a aussi une situation comparable au Canada. Donc c'est vraiment effectivement un problème de santé publique majeur. Ce qui est très étonnant, c'est que ces substances ne soient pas encore diffusées largement en Europe. Oui. Voilà. Et là, on peut se poser des questions, effectivement, de la signification politique du rôle et je dirais des forces qui font que c'est un scandale de santé publique majeur, avec une substance qui a quand même est 50 fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus puissante que la morphine, quand même, et dont la dose létale c'est 2 milligrammes. C'est ça. Dose létale 2 milligrammes. On peut s'étonner que cette substance ne soit pas encore présente massivement en Europe, et en Europe de l'Ouest en particulier. Il y a des questions à se poser là-dessus. Donc, du moins, ça soulève un certain nombre de questions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette substance, cette crise des opiacés, cette nouvelle guerre de l'opium, peut être considérée assez largement aujourd'hui, de façon assez claire,
peut être considéré comme un scandale de santé publique énorme, mais ça n'est pas le premier. Effectivement, on connaît dans l'histoire, on sait que dans l'histoire, il y a eu des civilisations qui, à un moment ou à un autre de leur histoire, ont été largement touchées par des problèmes générés par l'addiction massive, typiquement à l'opium. On connaît la guerre de l'opium en Chine. Oui. On connaît la guerre de l'opium en Chine. On connaît moins la guerre de l'opium contre le Japon, en Birmanie. On connaît moins la guerre de l'opium contre l'Empire ottoman, qui a eu lieu aussi. Derrière cette guerre de l'opium, on a trouvé quasiment à chaque fois et systématiquement des réseaux de production qui étaient qui étaient gérés d'abord par un certain nombre de puissances financières anglo-saxonnes, puis américaines. Pour info, depuis que les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, l'Afghanistan qui fournissait près de 80% de la consommation. Vous savez que c'est la fin, alors Laurent, on est passionné par ce que vous nous dites, mais là, la technique me signifie la fin. Finissez votre phrase, je vous en prie. Oui, non, je ne vais pas la terminer, c'est pas la peine. Non ? Bon. Eh ben, alors, en tout cas, c'est pas grave. On était passionnés par tout ce qu'on a entendu et on sera ravis de vous entendre encore très prochainement dans ce libre journal de géopolitique profonde. Merci beaucoup de votre intervention, en tous les cas. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre le libre journal de géopolitique profonde dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 9 décembre 2023 de 9h à 10h30 et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.